Bonsoir chers internautes, bienvenue dans cette émission Un soir avec Lara. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité également pour les entretiens que j'ai avec Capitaine Pierre Place. Bonsoir Capitaine. Bonsoir Lara, bonsoir aux internautes qui nous suivent et qui font preuve d'un esprit critique tout à fait louable. Non, voilà. Enfin, je rappelle quand même aux auditeurs et aux spectateurs que vous êtes un ancien officier du renseignement militaire français et que vous êtes actuellement correspondant pour la zone Europe d'une chaîne télévisée alternative basée à Montréal, où vous collaborez à la programmation et à l'animation de l'émission géopolitique de Karl Brochu, Brochu Télévision. Donc, vous avez récemment effectué plusieurs reportages en Syrie, au Kosovo et dans le Donbass. Est-ce exact, cher capitaine? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et je dois souligner que la situation de la Syrie, alors je sais pas, il s'est passé apparemment quelque chose, j'ai pas eu le temps, hein, parce que mais il s'est passé quelque chose d'important en Turquie, j'ai l'impression. Est-ce que c'est le cas? J'ai pas suivi, hein, parce que je préparais l'émission là. Donc j'ai pas eu le temps. Mais il me semblerait donc que enfin, toute la région est déstabilisée et bah, j'ai noué des liens, si vous voulez, en Syrie. C'est des gens qui souffrent, hein. On est allé notamment à Alep. Alors Alep, c'est une désolation. C'est sûr que quand on est arrivé à Damas, la situation n'était pas brillante. Euh, on avait des coupures d'électricité. Et le jour même de notre arrivée, avec le général de la Ward, on s'est retrouvé bloqué dans l'ascenseur. Donc, et, euh, et alors on était sur Internet, et puis l'électricité était coupée, on entendait les groupes électrogènes qui se mettaient en marche, et puis tout ce qu'on avait préparé était perdu, hein, puisqu'on n'avait pas eu le temps de sauvegarder. On sauvegardait toutes les 10 minutes, mais voilà, si la coupure d'électricité, elle survient. Et alors, mais bon, il y avait quelques difficultés d'approvisionnement pour certains. Moi, je bois du lait, donc j'avais des problèmes pour trouver du lait. Bon, mais sinon, il y avait. Mais quand on est arrivé à Alep, alors là, il y avait rien. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. On était dans le noir à l'hôtel. On était obligé d'utiliser nos téléphones mobiles pour monter les escaliers et s'installer dans nos chambres, hein. On est arrivé à la nuit tombée et on a visité donc Alep de nuit parce qu'on avait un rendez-vous le lendemain il fallait prendre ses repères. Et, euh, et le lendemain, on a découvert une ville. Alors, il n'y avait pas de lampadaire, évidemment, hein. La nuit, c'était une nuit noire, hein. Et le lendemain, on a découvert une ville meurtrie par 12 ans de guerre et un tremblement de terre. Et c'était alors le crève-cœur absolu, c'est quand on est allé à la Chambre de commerce et d'industrie. On a été reçu là-bas et là, il y avait des files interminables de femmes syriennes, pour la plupart habillées en noir, qui portaient leur enfant, leur bébé. Des femmes qui avaient un nouveau-né dans les bras et qui, parce qu'elles sont dénutries, mal nourries, n'avaient pas de lait. Alors elles étaient obligées d'aller chercher des rations de lait. Parce qu'un enfant, ça peut pas manger de la viande, par exemple, un bébé, ou même des légumes. Et donc, elles faisaient la queue pour avoir la ration tous les jours, pour avoir une ration de lait. Et, euh, et le lendemain je vous passe les détails, mais et puis alors la ville était détruite par le tremblement de terre. Alors on voyait très bien la différence entre euh, la, les stigmates de la guerre. Parce que vous aviez par exemple des bâtiments qui étaient en béton, un béton armé, donc fer forgé, donc ils étaient encore debout, mais ils étaient éventrés. On voyait des familles qui étaient dans leur salon, et il manquait toute la façade, donc ils avaient nulle part où aller, donc ils étaient restés, mais on les voyait dans les bâtiments comme ça. Et donc ça leur faisait quand même un toit, hein. Mais voilà, ils étaient. Et puis alors par contre, en revanche, la, Alep, la ville d'Alep, la ville antique, la ville ancienne, il restait rien. C'est des amas de pierre. C'est-à-dire que les bâtiments qui avaient finalement le plus de valeur, parce que c'était les bâtiments historiques, avaient été détruits par le tremblement de terre. Et le lendemain, alors je rappelle que Damas est enfin, la Syrie était sous blocus. Bon, la loi, c'est la fameuse loi Non. César, qui est une arnaque, hein, Mm. une arnaque totale, hein. Bon.
Et il n'y a pas eu de milliers de gens torturés par Bachar el-Assad. Je rappelle que Bachar el-Assad, c'est un médecin. Ça l'intéressait pas le pouvoir, pas du tout. Il a fait ses études en plus à Londres, hein. Il a choisi la spécialité d'ophtalmo. Donc voilà. Et voilà, il vivait à l'occidental. Et il est revenu parce que c'est la mort de son père qui l'a obligé à prendre le pouvoir. Il n'en voulait pas. En revanche, une fois au pouvoir, il a assumé ses responsabilités et je pense qu'il a défendu les intérêts du peuple syrien. C'est absolument certain. Alors, me parler de lui comme d'un dictateur intentionnaire, moi, c'est pareil de ce qu'on fait avec Poutine, ce qu'on avait fait avec Saddam Hussein, qui avait un régime laïque, hein, je le rappelle, hein, ou avec Slobodan Milosevic, hein. Donc c'est toujours la même chose. Quand on a besoin de faire un changement de régime, quand on veut noyer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Donc en fait, le lendemain de notre passage à Alep, eh bien, l'aviation israélienne a bombardé l'aéroport d'Alep pour empêcher l'aide humanitaire d'arriver. Donc ce blocus qui est injustifié, qui est justifié, faussement justifié par la loi César, je rappelle donc Bachar el-Assad n'est pas un tortionnaire, il n'a jamais été, mais il a pris ses responsabilités quand il a dû le faire, c'est un patriote syrien, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je Et rappelle juste, Pierre, à ce moment-là, si mes souvenirs sont bons, il y avait quand même une très forte communication sur le fait que Israël octroyait une aide humanitaire suite au tremblement de terre à la Syrie. Et ça, tous les médias occidentaux en ont parlé. ben, nous, on a vu le contraire. Oui, oui, non, mais c'était la communication était faite dans ce sens-là, comme quoi Mais Israël octroyait une aide suite au tremblement de terre. bah, écoutez, demandez par exemple à Adnan Azam, hein, Non, mais demandez-lui. je sais que Voilà. c'était faux. Moi, C'était faux, mais voilà. c'était, en fait, peut-être qu'Israël aidait les djihadistes qu'il soignait par ailleurs dans les hôpitaux à ce moment-là. Peut-être Ça, bien. de toute façon, c'est un fait, hein. Ils ont toujours aidé Voilà. les gens qui Mais ont déstabilisé. Alors, c'est pour ça que c'était intéressant que vous parliez tout à l'heure de reportage en Syrie, parce que ça nous fait une introduction. très bien. Pourquoi? Parce qu'on a assisté là, on vient d'assister à un changement de régime, hein, à la finalisation d'un changement de régime qui a pris pratiquement 13 ans, hein, de 2011 à 2004. 13 ans, oui. 12 ans de guerre, alors plus le tremblement de terre, c'est pas marrant, mais on a assisté à un changement de régime qui a démarré, je le rappelle, tout de suite après la découverte d'un immense gisement de gaz au large des côtes de la Léviathan. Phénicie. Oui. Voilà, le Léviathan. Immense. Voilà. Donc c'est intéressant parce que maintenant on va parler régime change et on va parler enfin vous avez une question à me poser, je vous laisse la poser. D'ailleurs, voilà, moi j'ai une question suite à nos échanges qui sont maintenant réguliers. On voit bien que Donald Trump, donc président élu, pas encore intronisé, mais ça va pas tarder, on est plus qu'à 5 jours. Donc l'équipe fait tout pour précipiter une forme de conflagration générale. Donc il multiplie les provocations. Donc il y a le Canada, il menace d'annexer pour cause d'immigration incontrôlée. Le Mexique, il prétend rebaptiser et contrôler le Golfe qui porte son nom. De l'Europe, il veut couler la monnaie, etc. Il y a le Danemark avec Groenland. Et tout ça pour, en fait, à côté, interdire la réouverture du Nord Stream. Vous m'en avez parlé. Et on arrive aux menaces, en fait, proférées à l'encontre de l'Iran et de la Chine. Mais l'Iran, c'est l'Iran qui nous intéresse. Donc, voilà, c'est l'homme qui prétend mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Mais je vous laisse réagir, cher capitaine. Bah, Qu'est-ce qu'on a en face de nous? Quel Donald Trump on a obtenu et que va-t-il se passer avec l'Iran? alors effectivement tout cela c'est quand même pour moi c'est des voyants, je l'ai dit, c'est des voyants qui pour moi sont au rouge. Mhm. Donald Trump va peut-être servir les intérêts du peuple américain. Je suis pas sûr, mais disons que voilà, peut-être qu'il raisonne comme un Américain en tout cas. En tout cas, il croit servir, peut-être. Voilà, voilà, c'est ça. Oui, il pense qu'il va rendre service aux intérêts, enfin, il va servir les intérêts du peuple américain. Bon. Euh, mais pas.
le reste du monde, il s'en fiche, hein. Il va pas servir les intérêts ni de l'Europe, ni de la Chine, ni de la Russie, bien sûr, ni de qui que ce soit, ni de l'Afrique, etc. Bon. Donc, qu'on ait des gens ici en Europe qui se réjouissent de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, bien sûr, si réellement il combat le wokisme, bon, peut-être qu'on aura fait, on n'aura pas tout perdu, hein. Mais peut-être que il y aura peut-être que si avec la Russie, peut-être que les hostilités vont cesser. Mais j'en ai parlé. Si les hostilités cessent trop tôt et que les Russes n'ont pas atteint, la Fédération de Russie n'a pas atteint ses objectifs, ben dans 20 ans, même avant, hein, on aura en Rebelote. 2030, hein, Mm, voilà, dans 5 ans, entre 5 et 20 ans maximum, mm. on aura voilà, une ressucée, hein, et puis là, ce sera fini. Parce que quand les Américains auront développé des armes, des armes hypersoniques, ben, il y aura de nouveau, il y aura plus d'équilibre. Je veux dire, il y aura un pseudo-équilibre qui permettra de reprendre des hostilités de type conventionnel avec des moyens ou carrément un affrontement général à coups d'armes de toutes sortes. Mais de toute façon, D'ailleurs, ça, on peut... Pierre, Oui. là-dessus, on a quand même des exemples qui sont tout à fait parlants. Si on prend par exemple ce qui s'est passé en Haut-Karabakh, il y a eu une première guerre. Les Arméniens avaient conquis des territoires. Donc, 94, il y a eu des accords de cessez-le-feu, etc. 2010, Alors ça, oui, euh, je vois voilà. ce que vous voulez dire. Il y a plein de précédents. 2020, c'est reparti. Ouais. Le conflit, en fait, la partie en face a pu s'armer, etc. Une première, voilà, une première opération spéciale, entre guillemets, une première guerre et une seconde guerre qui a achevé complètement la région. Tout ça dans le contexte où la communauté internationale n'avait pas reconnu le statut particulier de l'Arménie, du Haut-Karabakh, et l'Arménie elle-même n'avait même pas reconnu l'indépendance du Haut-Karabakh. Mais je vous laisse terminer, enfin, je vous laisse Non, mais justement. ça, c'est Ça, très, c'est très bien, parce que voilà, c'est un élément de preuve. c'est très bien de dire ça. Pourquoi? Parce que tous les conflits auxquels on a assisté, derrière lesquels on trouvait des anglo-saxons et en général, et les Américains en particulier, se déroulent en plusieurs phases. Première, Deuxième Guerre mondiale. Première guerre, guerre de Corée, guerre du Vietnam, c'est la même guerre. Guerre, et on pourrait même parler de la guerre du Pacifique avant, hein. Les Américains n'ont rien à faire sur cette rive-là du Pacifique. Ils sont pas chez eux à cet endroit-là. Je veux dire, en plus, dans aucun domaine. C'est un territoire qui n'est ni blanc, ni chrétien, ni enfin qui a vraiment rien à voir, hein. C'est bon et qui a pas besoin d'eux. Alors après, on a justifié ça communisme, mais les gens s'organisent comme ils veulent, hein. Je veux dire, c'est à l'intérieur de leur pays, ils s'organisent comme ils veulent. Effectivement, il y a certainement des dictatures de par le monde, mais je vois pas en quoi les Américains, il y en a, c'est sûr. Et puis, savoir ce que c'est qu'une dictature, parce que ce qu'on qualifie de dictature, moi je suis désolé, moi j'ai l'impression en France de vivre dans une dictature, hein, puisque je peux dire ce que je veux, ça sert à rien. Donc, qu'est-ce qui est réellement une dictature? Est-ce qu'un pouvoir fort mais qui sert les intérêts du peuple? C'est le cas de la monarchie, c'est un pouvoir fort qui servait les intérêts du peuple, contre le féodalisme. Mm. Hein. C'est le cas, par exemple, en Chine, pendant toute la longue histoire chinoise, de la lutte entre le centralisme pékinois, le centralisme impérial, et le système féodal centrifuge. Mm. Donc, euh, moi, je suis pas... et pour y arriver, l'empereur de Chine s'appuyait sur le peuple et sur les marchands. Parce qu'il fallait bien que s'il avait eu aucune légitimité, il n'aurait pas réussi. Il fallait une légitimité. Hein, c'est Saint-Louis rendant la justice sous son chêne, il défend les intérêts du peuple contre les seigneurs féodaux. Mm. Sinon, la monarchie n'aurait pas triomphé. Donc, euh, qu'un pouvoir fort soit systématiquement qualifié de... Alors oui, on voudrait que le pouvoir en place soit faible. Hein, on voit bien à qui ça profite, qui ça Mm. arrange. Hein, bon, des puissances extérieures qui veulent... Alors donc, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Là, on a eu plus récemment Première Guerre de Yougoslavie, Deuxième Guerre de Yougoslavie, Première Guerre d'Irak, Guerre d'Irak. Euh, euh,
voilà, et puis Révolution Orange, Maïdan, les exemples sont trop nombreux, je perdrais un temps fou à les énumérer. Donc à chaque fois, on établit une tête de pont, hein, on déstabilise un pays, et puis ensuite on attend qu'il se délite, on infiltre des ONG, on utilise toutes les méthodes de... Alors il faut lire le livre de Gene Sharp. Alors Gene Sharp, c'est marrant parce que c'est lui qui a inventé l'idée qu'il fallait introduire la démocratie un peu partout. Le laboratoire des idées de Gene Sharp, précisément, c'était la Yougoslavie, hein, la Serbie, la Yougoslavie et la Serbie. Bon, donc on est dans ce schéma général et il faut arrêter de se laisser entourlouper par cette affaire. Alors donc maintenant, on voit que Donald Trump, lui, bon, bah, il est élu et son objectif numéro un, c'est de Make America Great Again. Pour cela, ben, il va falloir s'occuper des problèmes intérieurs des États-Unis et il va falloir notamment réindustrialiser l'Amérique. Mais réindustrialiser l'Amérique avec comme concurrent la Chine, qui a quand même ben, pas loin d'1,5 milliard encore même s'ils ont un problème démographique à cause de l'enfant unique et du manque de femmes, ils ont quand même une démographie qui leur permet de rester en tête du peloton en matière d'industrialisation. Et voilà, ils ont les usines, et en plus ils ont l'énergie puisqu'ils ont un partenariat avec alors justement l'Iran et la Russie également. Bon, et donc et ça pose un vrai problème. Alors, dans un premier temps, ils vont être obligés de on y est, hein, on est dans une politique qui s'annonce, qui sera une politique isolationniste. Ça fait des années que je le dis, c'était prévisible. Et, mais si on s'isole, il ne faut pas que les affaires du monde puissent continuer en votre absence. Mhm. Donc le principe, c'est semer le chaos, parce que s'il y a le chaos, par exemple en Europe, la principale préoccupation, c'est l'Europe, eh bien, on va pas perdre la main. C'est-à-dire que le temps qu'on sera absent des affaires du monde, tout va cramer. C'est le principe du pompier pyromane. Donc, ils ont mis en place tous les ingrédients pour provoquer une conflagration générale. Et là, on voit que Donald Trump reprend la politique de la doctrine Monroe, qui est une doctrine donc isolationniste, qui consiste à privilégier les intérêts du continent américain, où évidemment le leadership reviendrait aux États-Unis. Et ça se confirme puisqu'il parle bah, carrément d'annexer le Canada. Enfin, le mot est peut-être un peu fort, mais enfin, c'est ce que j'ai compris, hein. Et puis, L'esprit est là. Mhm. voilà, tout à fait. Et alors attention, hein, ils ont des relais au Canada, hein. Mm. Ils ont des relais au Canada. En particulier, ben, il y a pas mal de Québécois qui se laissent tenter, hein, Mm. parce que, Non, mais de toute façon, c'est pas la première fois que les États-Unis évoquent cette piste, non? oui, 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 tout à fait, ben, oui, bien sûr. Mais alors, ça consacre ce dont je parle depuis un moment. Je vous ai envoyé un email à ce sujet, enfin plusieurs emails. Vous savez, celui sur le cauchemar américain, enfin le rêve américain s'est transformé en cauchemar, la dette américaine, et puis ensuite il y a je vous ai envoyé deux euh, documentaires, Panic, et puis un autre qui s'appelle HSBC, les gangsters de la finance, l'itinéraire des gangsters de la finance sur la HSBC. Eh Mhm. bien, on voit que les États-Unis, donc, ont alors j'ai perdu le fil là, Les ont États-Unis, oui. oui, ont opté déjà pour une réindustrialisation et en marge donc de la suprématie chinoise sur le plan industriel. Mm. Alors, et alors maintenant, ils s'intéressent également au Mexique, puisqu'ils veulent, alors ils pensent rebaptiser le golfe du Mexique. Donc ils vont établir sur la plaque américaine, la plaque géologique américaine, qui précisément englobe le, le Groenland, ils vont établir donc leur suprématie sur tout le continent. C'est intéressant pour eux parce que, alors, c'est pour ça que je vous parlais du problème avec
avec la Chine. Pourquoi? Parce que l'Angleterre a participé à la mondialisation grâce à la HSBC pour tous les échanges électroniques, parce que c'est pas le tout de faire des produits, de les acheminer éventuellement par des routes de la soie terrestres ou par des routes maritimes. Hein, vous savez, c'est au bord, hein, one belt, one road, une ceinture. Il s'agit d'une ceinture Mm. maritime, donc dans l'océan Indien, depuis la mer de Chine jusqu'en remontant par la mer Rouge jusqu'au port du Pirée en Grèce, jusqu'au même au Havre. Et donc ça, c'est la ceinture, le collier de perles, ce qu'on appelle le collier de perles, c'est-à-dire des ports qui correspond aux 7 expéditions sur le plan historique, aux 7 expéditions de l'amiral Zheng qui essayait de contourner le verrou musulman qui avait coupé la route de la soie à partir de 750, le l'an 751. Donc je sais pas si vous vous rendez compte là, les lignes de force, les constantes lourdes qu'il y a dans notre histoire. La Et géopolitique. là, voilà, c'est la géopolitique, tout à fait. Mais voilà, tout change sauf la géographie, disait Napoléon. Ben voilà, c'est parfaitement illustré. Et puis les routes terrestres de la soie, qui traversent la steppe du Kazakhstan et de la Russie. Et donc, et ça a mis les Américains en conflit avec les Anglais. Pourquoi? Parce que les Anglais ont fait donc ont participé à la mondialisation parce que c'est pas le tout de vendre des produits, de les acheminer par route de la soie ou par collier de perles interposé, la China Shipping Line, mais également il faut transférer les fonds. Transférer les fonds, bah, c'est comme à l'époque de la route de la soie, ils avaient inventé la lettre de change. On ne transportait pas d'or pour pas être attaqué, les marchands ne transportaient pas d'or pour pas être attaqués par les brigands. Et ben le système SWIFT, c'est la nouvelle lettre de change. On fait un transfert électronique, c'est la lettre de change électronique. Et donc, donc ça, c'était et c'était la HSBC, la banque, la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, qui était la banque des pirates et la banque de l'opium, qui se chargeait d'acheminer l'argent par transfert électronique et ensuite qui avait mis en place une chambre de compensation qui était notamment en Suisse. Et c'est pour ça que les Américains ont fait tomber le secret bancaire suisse, parce que sur ce thème-là, ils sont en opposition. Wall Street, plus exactement la Réserve fédérale américaine, un consortium initial de 5 banques privées, était en conflit avec la City de Londres sur ce thème. Donc là, le torchon brûle réellement entre la couronne britannique, pratiquement, de manière pratiquement aussi sévère maintenant qu'à l'époque de la déclaration d'indépendance en 1776 et de la guerre d'indépendance des États-Unis, qui s'est Mm. achevée en 1784, c'est-à-dire avant la Révolution française. Et donc, et là, déjà, les Français étaient partie prenante, puisqu'à la bataille de Yorktown, il y avait plus de Français, il y a Archambault et Lafayette, il y avait plus de Français que d'Américains pur jus à la bataille de Yorktown. On réglait nos comptes avec justement avec l'Angleterre par rapport à la perte de la Louisiane, le pays du roi Louis. Il s'agit de Louis XIV. Et donc, là, bah, ce sont les Français qui ont été sollicités à l'époque de Sarkozy, par l'intermédiaire de Roland Weipo, pour détruire le secret bancaire suisse. Parce que le secret bancaire suisse était l'une des conditions, la condition sine qua non pour que les transferts se fassent. Donc, on voit bien que le torchon brûle aujourd'hui réellement entre la City et Wall Street. Je dis Wall Street, c'est la Réserve fédérale. Et on va rentrer dans une phase isolationniste. Et dans cette phase isolationniste, il va y avoir la prise de contrôle d'un certain nombre de pays qui font partie, qui sont des pays producteurs de pétrole, comme le Venezuela, ou qui Mm. font partie des BRICS, comme le Brésil. Mm. Donc, il faut bien comprendre que c'est pas, alors, ça, c'est pas, je veux dire, une politique de partenariat avec l'Europe ou avec le reste de la planète. C'est une politique belliciste, c'est une politique de concurrence Le et décrochage de et guerre d'hégémonie. commerciale. Oui. Et Mm. d'hégémonie. D'hégémonie. Et vous, C'est vous appelez à la évidemment... mise en place d'un euro numérique. Absolument, Mm. absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous.
Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.